Mes chers amis, bienvenue sur la chaîne. Ma vidéo d'aujourd'hui poursuivra la réflexion initiée dans la précédente, celle sur l'affaire Alstom. Je vous invite donc à la visionner d'abord si ce n'est pas déjà fait. La tragédie d'Alstom nous oblige à trouver des contre-mesures pour prévenir tout risque d'influence étrangère sur notre industrie. Au-delà de la seule société Alstom, c'est toute l'industrie française qui prête le flanc à deux séries de vulnérabilités. Nous verrons d'abord notre impréparation face au risque d'application extraterritoriale du droit américain, ce sera notre première partie. Puis les difficultés éprouvées par les entreprises françaises à trouver des capitaux, et ce sera notre seconde partie. Avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous conter une petite anecdote chinoise. En 2018, la directrice financière de la société chinoise Huawei est arrêtée au Canada, à Vancouver, par la police canadienne sur demande de la justice américaine. Celle-ci reproche aux géants chinois des contrats d'équipement télécom avec l'Iran, État sous embargo américain. Les représailles de Pékin sont immédiates. Le gouvernement fait aussitôt arrêter 2 Canadiens pour espionnage. La Chine n'a pas nos pudeurs. Lorsqu'elle est attaquée sur le terrain économique, elle mord. Elle ne craint pas l'incident diplomatique. Et il faut reconnaître à cette méthode une certaine efficacité. Les Américains ne connaissent que le rapport de force. Revenons à l'industrie française et à ses facteurs de vulnérabilité face à l'extraterritorialité. Nous devons d'abord déplorer une exception française. Notre droit ne protège pas la confidentialité des avis juridiques donnés en entreprise, ce qui signifie qu'une société française a l'obligation de transmettre ce type de document, parfois compromettant pour elle, à toute juridiction étrangère qui en ferait la demande. La création d'un statut particulier protecteur pour les conseils donnés en entreprise serait la bienvenue, d'autant plus que la plupart des pays européens et les États-Unis disposent, eux, d'une telle législation. Deuxième limite, celle de notre loi de blocage qui, depuis 1968, interdit à toute entreprise française la communication d'informations d'ordre industriel, technique ou commercial à toute personne physique ou morale étrangère. Il ne s'agit pas là de bloquer toute poursuite, mais de faire en sorte que celle-ci passe par les canaux de l'entraide judiciaire internationale conformément au droit international. De cette manière, le gouvernement français garde la main sur les informations qu'il laisse communiquer à l'étranger. Mais les amendes encourues par le contrevenant sont dérisoires, plafonnées à 18 000 euros. Une entreprise française prise en étau entre cette législation et un juge américain susceptible de la condamner à plusieurs centaines de millions de dollars préférera évidemment collaborer avec l'étranger pour limiter la casse. Il nous faudra donc réformer cette loi, de toute façon quasiment non appliquée. Les amendes exigibles doivent passer à plusieurs dizaines de millions d'euros au moins, et surtout les entreprises françaises poursuivies par la justice américaine doivent être soutenues par les services de l'État pour résister au mieux à ces attaques. En somme, une grosse carotte et un gros bâton. Enfin, les Américains ont adopté en 2018 le Cloud Act qui oblige tous les hébergeurs de données américains à transmettre les informations qu'ils stockent à la justice américaine sur simple demande, y compris les données d'entreprises européennes stockées en Europe. Même si les mesures énoncées précédemment parvenaient à limiter la fuite d'informations, les GAFAM, qui représentent 85% du stockage mondial de données, livreraient de toute façon ces renseignements en vertu du Cloud Act. Il y aurait toutefois une parade. Le règlement européen RGPD, protecteur des données personnelles, pourrait s'étendre aux données des personnes morales. De cette façon, les GAFAM seraient passibles d'amendes élevées si elles transmettaient ces informations aux enquêteurs américains. Mais au-delà des mesures juridiques, l'essentiel est de limiter notre dépendance en matière de stockage d'informations vis-à-vis de ces GAFAM et d'autres sociétés étrangères. La création d'un champion français du numérique serait la bienvenue, avec la collaboration éventuelle d'autres États européens si nécessaire, dans un cadre intergouvernemental. Suite à l'affaire Alstom, le gouvernement français a réagi à cette faille de l'extraterritorialité, mais mollement. La loi Sapin II, votée en 2016, renforce les standards du droit français dans la lutte anticorruption pour les placer au niveau du droit américain. Une forme de capitulation. Pour éviter les poursuites, nous nous soumettons à leur réglementation. Cette loi Sapin II admet aussi un volet répressif. Elle permet à la France de lancer elle aussi des poursuites extraterritoriales contre des entreprises étrangères pour des faits de corruption commis à l'étranger. Mais les Américains peuvent dormir sur leurs deux oreilles, ce volet répressif n'a jamais été appliqué.
Si nous voulons être respectés, notre bras ne doit pas trembler. Si nous sommes agressés, nous devons riposter par des mesures proportionnées, sans nous poser de questions. Et à cette fin, notre parquet doit servir de relais à la politique industrielle de la France. Nous arrivons maintenant au deuxième grand facteur de vulnérabilité de l'industrie française, son manque de capitaux. L'épargne populaire s'oriente essentiellement vers des produits réglementés, des obligations souveraines, l'immobilier, au détriment des investissements productifs. De plus, il y a très peu d'épargne salariale et notre système de retraite par répartition détourne des flux de cotisation importants de l'investissement en capital d'entreprise. Cette aversion des Français pour le risque oblige les entrepreneurs français à appeler des capitaux à l'étranger pour leur développement. Ce sont les investissements directs étrangers. Les IDE ont certes des effets positifs. Les économistes parlent de théorie de la croissance endogène. Les savoir-faire et innovations techniques venus de l'étranger stimulent la productivité de l'entreprise rachetée, mais par effet de débordement, les entreprises concurrentes à proximité bénéficient elles aussi de ce stimulus. C'est donc tout le tissu industriel français qui voit ses performances améliorées par les IDE. Le solde entre les IDE en France et les investissements français à l'étranger est légèrement positif en faveur de ces derniers, donc pour le moment la situation est favorablement équilibrée pour le pays. Mais ne nous y trompons pas, chaque entreprise vendue signifie aussi la perte d'une petite part d'indépendance industrielle pour la France. Il nous est donc nécessaire de réguler ces IDE. Une procédure de filtrage a été établie par décret en 1966, modifiée par Dominique de Villepin en 2005, puis par Arnaud Montebourg en mai 2014, alors qu'éclate l'affaire Alstom. Le gouvernement français peut donc bloquer ainsi par décret une cession totale ou partielle d'une entreprise dans les secteurs suivants: les jeux d'argent, la sécurité privée, les armes et munitions, la cryptologie, l'interception des communications, le matériel d'usage mixte civil ou militaire, l'énergie, l'eau, le transport, les réseaux de communication électronique et la protection de la santé publique. Outre le blocage de cession par décret, l'État peut aussi nationaliser plus ou moins complètement une entreprise stratégique menacée d'une prise de contrôle par l'étranger. Reste alors à définir ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas, et c'est une gageure. Classiquement, on restreint ce qualificatif de stratégique à des secteurs d'activité particuliers, grosso modo ceux visés par le décret Montebourg. Mais la crise récente du coronavirus nous invite à une remise en cause de cette définition purement sectorielle de ce qui est stratégique. Ainsi, les masques chirurgicaux, médicaments, fluides médicaux, mais aussi pourquoi pas les produits agroalimentaires, sont des biens de consommation usuels et n'apparaissent pas de prime abord comme stratégiques. Pourtant, en période de crise, tous les États du monde vont réclamer les mêmes biens et les mêmes services, ce qui va provoquer des tensions extrêmes sur les marchés internationaux. Donc, dans ces conditions toutes particulières, un État donné qui n'aurait besoin de personne pour pourvoir à ses besoins immédiats se trouve en position de force. Nous devons donc admettre que si une entreprise française menacée n'est pas substituée par une autre firme française capable de fournir les mêmes biens et équipements dans des conditions similaires, alors cette entreprise doit être considérée comme stratégique car sa disparition signifierait une perte d'indépendance pour la France. Et dans un tel cas, l'État doit être en mesure de bloquer une cession à l'étranger, voire de monter au capital de cette entreprise pour la sauvegarder. Un mot encore sur l'industrie française et la recherche. La fuite des cerveaux à l'étranger constitue elle aussi une menace importante pour notre indépendance industrielle. Nous devons donc mener une politique salariale d'envergure et une politique d'amélioration nette des conditions de travail pour nos chercheurs et ingénieurs afin qu'ils restent en France. Nous devons aussi encourager les élèves des grandes écoles à embrasser les carrières de l'industrie concrète plutôt que celles de la finance et du commerce, bien moins fondamentales pour notre souveraineté. Nous en arrivons maintenant à notre conclusion. En matière industrielle, la France ne peut compter que sur elle-même. Bien sûr, comme souvent, nombre d'observateurs en appellent à l'Europe. Mais d'un point de vue industriel, les intérêts de l'allemand Siemens se confondent-ils avec ceux du français Alstom? Assurément non, ce sont des concurrents. D'un point de vue plus géostratégique, les États baltes et les pays d'Europe centrale et orientale comptent sur l'OTAN et sur les États-Unis pour contrer l'influence russe.
De ce fait, ils refuseront évidemment toute mesure hostile aux intérêts américains. Non, la politique industrielle est avant tout l'affaire des nations, car seules les nations défendent leur indépendance et leur souveraineté. Ceci n'exclut pas, bien sûr, des coopérations intergouvernementales efficaces, incluant pourquoi pas des États hors Union comme le Royaume-Uni et la Suisse, dans des secteurs industriels précis, par exemple l'énergie, le numérique, les transports, etc. Je voulais encore vous signaler deux sites intéressants au sujet de l'extraterritorialité. D'une part, un rapport parlementaire de l'Assemblée nationale et d'autre part, une visioconférence organisée par l'IRIS. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez la diffuser sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. La prochaine vidéo aura trait à l'Afghanistan. C'est un sujet d'actualité. En attendant, je vous dis à bientôt et vive la France!